Quand on regarde en fait les problèmes du continent africain, on se rend compte que le secteur privé a un rôle important à jouer dans la solution. Malheureusement, on ne laisse pas toujours au secteur privé ce rôle-là. ESP est né parce qu'on s'est dit, si on peut donner aux acteurs clés du secteur privé, c'est-à-dire les entrepreneurs, les clés qu'il leur faut pour réussir de façon durable, ça va régler les problèmes du continent africain. Très souvent, les gens ne commencent pas là où ils sont arrêtés. Si la personne a pour ambition de faire de l'élevage de l'escargot et de le vendre, avec les moyens que la personne a aujourd'hui, quelle est la version la plus simple du projet qu'elle peut mettre en place? C'est là qu'il faut commencer. Aujourd'hui, j'accueille Eric Akou, entrepreneur visionnaire et cofondateur d'Entrepreneurial Solution Partners, ESP en abrégé, un cabinet de conseil et d'investissement qui accompagne les entrepreneurs et les dirigeants à travers l'Afrique. Fort d'une expérience de plus de 20 ans dans le développement du secteur privé et le financement des PME, Eric a travaillé dans plus de 35 pays et piloté des initiatives ayant soutenu des milliers d'entreprises grâce à son modèle de capital intelligent. Passionné par l'impact économique et social de l'entrepreneuriat, il a contribué à des projets de grande envergure comme la Finance s'engage, Youth Connect Africa ou encore l'Africa Investment Forum. Auteur de Entrepreneurial Solutions for Prosperity et Fly Africa, il est également professeur associé et Young Global Leader du Forum économique mondial. Aujourd'hui, il nous partage son parcours exceptionnel, ses défis et surtout sa vision pour l'entrepreneuriat en Afrique. Vous êtes bien sûr là où il faut et ça démarre maintenant. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cet épisode. Merci encore pour votre présence à ce podcast. Et surtout, nous sommes dans la 2e saison et je suis contente de vous retrouver. Je suis contente également de ce soutien massif que vous apportez et dans les partages et dans les commentaires, mais surtout dans vos différents retours. Et n'hésitez surtout pas, si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification avant que Eric ne prenne le contrôle de cet épisode. Bonjour Eric. Bonjour Edith. Bienvenue. Merci, merci. Alors, je vais te présenter comme cofondateur de ESP. Quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu fais au quotidien au sein de cette entreprise? Alors, en tant que cofondateur et directeur général de ESP, mon rôle se décline principalement en 3 choses. Premièrement, je travaille sur la vision et la culture de ESP. Donc, 10 ans dans notre parcours entrepreneurial, on a réuni l'ensemble des équipes et on a recruté un consultant qui nous a accompagnés pour développer un projet d'entreprise avec une vision, une mission, des valeurs, des ambitions. Et donc, mon rôle est de m'assurer que tous les jours que Dieu fait, on respecte ces valeurs-là et qu'on travaille à réaliser ce projet d'entreprise. C'est ça. Numéro 1. Numéro 2, je suis une personne ressource pour l'ensemble de l'équipe. Donc, nous avons une organisation assez plate. Et donc, j'essaie vraiment de m'assurer que tout le monde, de mes associés jusqu'à l'analyse qui viennent de commencer, quand ils ont un problème ou qu'ils ont besoin d'aide, ils puissent être vraiment coachés, accompagnés, que ce soit technique, managérial, culturel, etc. Et puis enfin, je passe beaucoup de temps en fait avec nos partenaires. Donc, les premiers partenaires que nous avons évidemment à ESP, ce sont les entrepreneurs que nous accompagnons. Donc, pour moi, c'est vraiment essentiel, chaque fois que je suis dans un pays, de rencontrer les leaders de ce pays, de rencontrer ces entrepreneurs-là pour voir concrètement qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, comprendre ce qu'on fait, en fait, m'assurer que la vision qu'on a déclinée, en fait, au sommet se traduit par un impact réel. On collabore beaucoup avec des institutions sœurs. Donc, je suis la personne qui va passer pas mal de temps, en fait, à gérer ces relations-là. Et puis, enfin, quand j'arrive à trouver du temps, j'essaie aussi de capturer tout ça, en fait, de façon à ce qu'on ait des modèles et du contenu qui soit vraiment adapté aux besoins du continent. Maintenant, ma question, on a parlé de vision. C'est ça. Donc, de ESP. Quelle est la vision de départ de ESP, donc toi et tes associés, que vous aviez mise en place avant d'arriver à cette réorientation? C'était quoi la vision de départ quand vous êtes assis? Je pense que l'essence, en fait, d'ESP n'a pas changé. Donc, quand on regarde, en fait, les problèmes du continent africain, quand on regarde la nature des problèmes, on se rend compte que le secteur privé a un rôle important à jouer dans la solution. Seulement, malheureusement,
sur le continent africain, on ne laisse pas toujours au secteur privé ce rôle-là. Donc, dans la majorité des pays dans le monde, lorsqu'il y a une crise économique, on met en place un plan pour relancer le secteur privé. En Afrique, quand il y a une crise, on essaie de trouver de l'aide au développement qu'on va injecter dans des programmes publics. Ouais. Donc, je ne veux pas faire de polémique. Non, c'est pas le but. Hein. Quand on Mais regarde en fait le continent africain aujourd'hui, 1,3 milliard d'Africains, disons qu'on a 70% qui ont moins de 20 ans, tous ces jeunes-là en fait ont besoin d'emplois. C'est le secteur privé qui crée des emplois. Bien sûr. Quand on prend les ressources qu'on a, c'est très, 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 très rare que pour les ressources que le continent a, on transforme plus de 5% de ce qu'on a. La majorité est exportée. C'est grave. Quand on prend tous ces problèmes-là, on se rend compte que l'acteur qui a manqué historiquement et qui continue de manquer, c'est le secteur privé. Donc, ESP est né parce qu'on s'est dit, si on peut donner aux acteurs clés du secteur privé, c'est-à-dire les entrepreneurs, les clés qu'il leur faut pour réussir de façon durable, ça va régler les problèmes du continent africain. C'était ça notre but, c'est toujours ça notre but. Seulement, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc, le bénéfice de l'expérience, donc le bénéfice de 10 ans d'expérience nous a permis de voir de quelle façon réellement réorienter notre action. Par exemple, bien que les problématiques liées au changement climatique existent depuis longtemps, on n'avait pas réellement fait de ça un élément central de ce qu'on fait à ESP. Aujourd'hui, c'est le cas. Bien que quand on a commencé en fait ESP, on avait, si vous voulez, une vision assez complète en fait des problèmes. Donc, on voulait tout régler. Je pense que c'est aussi en fait l'enthousiasme en fait de la jeunesse. Aujourd'hui, avec le bénéfice de l'expérience, on se rend compte qu'il y a quelques leviers qu'on peut utiliser qui sont une façon plus efficace d'arriver au même objectif. Donc, pour moi, je dirais un peu que ce sont ces changements-là qu'on a vus. Et puis, enfin, je pense aussi que au départ, en fait, ESP naît en fait du livre que j'ai publié en 2011, en fait, aux États-Unis. Et c'est vraiment 2 personnes. Donc, c'est moi qui publie le livre. C'est en fait Charity Kabango, qui est ma collègue, en fait, qui m'accompagne sur le livre. Et on décide donc d'en faire en fait un business. Donc, je me dis, bon, je pense que ce truc-là, ça peut marcher. À l'époque, elle avait déjà un emploi. Elle se dit, bon, en tant que leader, je pense que je veux te suivre. Donc, du coup, on lance ce truc-là. Et puis, 10 ans plus tard, en fait, ça a changé. Il y a des choses qu'on a réussies, il y a des choses qu'on n'a pas réussies. On se dit, bon, on va faire un point avec l'ensemble de l'équipe et voir, en fait, quelles seront les prochaines étapes, en fait. C'était ça le but. Donc, tu as cofondé ESP avec Charity Kabango. C'est ça. OK. Vous étudiez ensemble Non, vous travailliez ensemble à l'époque. C'est ça. Charity, en fait, je rencontre Charity quand j'étais basé en fait à Kigali. Je crois que c'était en 2005. Donc, à l'époque, en fait, elle venait de finir ses études. Donc, je dirigeais déjà le programme national d'innovation de la compétitivité au Rwanda. OK. Et donc, en fait, elle est venue comme stagiaire de la diaspora lors de ce programme. Donc, et c'est jeune ingénieur en fait d'origine rwandaise qui a grandi en fait au Canada, donc membre de la diaspora et donc qui a cru en fait en la vision de ESP depuis le début. OK. Voilà. Donc accompagner le secteur privé à être beaucoup plus efficace pour apporter des solutions donc au continent, à l'entrepreneuriat même sur le continent africain. Exactement. Et tu as parlé de fournir des clés. C'est ça. À ce secteur privé. C'est ça. Quelles sont les clés essentielles que ESP a mis en place ces 10 dernières années pour aider le secteur privé africain à pouvoir être opérationnel et fonctionnel pour ne plus dépendre à terme des aides au développement? Bon, alors, je dirais que notre action travaille en fait sur 3 leviers. Donc, le premier levier, ce sont les mentalités. Ce sont les mentalités. Déjà, nous sommes dans des sociétés où, en tout cas à l'époque, l'entrepreneur, là, c'est celui qui n'avait pas réussi. C'est ça. Bon. Aujourd'hui, ça commence à changer.
Mais aujourd'hui, on confond les femmes d'affaires, les hommes d'affaires et les entrepreneurs. Ce n'est pas la même chose. J'aime ce point-là. On confond les femmes d'affaires, les hommes d'affaires et les entrepreneurs. Ce n'est pas la même chose. C'est quoi la différence? Je pense que c'est déjà en fait dans la vision, dans le fait que la personne a vraiment réfléchi à fond à un problème réel qu'il veut régler sur la durée. C'est dans la capacité à structurer son activité. C'est dans une vision en fait à moyen et long terme. C'est dans l'organisation même de l'activité. Donc, c'est tout ça, en fait, qui fait l'entrepreneur. La femme d'affaires ou l'homme d'affaires, je reçois un coup de fil de quelqu'un qui me dit qu'il a besoin de mèches. J'ai quelqu'un qui vient de Chine, je l'appelle, je ramène les mèches. Si la même personne m'avait dit qu'elle avait besoin d'un ordinateur, je lui ai fourni en fait un ordinateur. Si j'ai un cousin qui est bien placé quelque part, qui a un marché sur lequel je peux me positionner, je me positionne. Voilà. Pour moi, donc maintenant, je ne dis pas que les entrepreneurs ne sont pas aussi en fait opportunistes, oui, bien sûr. Mais ce n'est pas l'essence de ce qu'ils font. Ce n'est pas durable, en fait. En tout cas, pour les... Bon, dans cette vision, ouais. Quand je dis ça comme ça, je ne veux pas frustrer les femmes d'affaires, les hommes d'affaires. Hein. Ils ont aussi leur rôle à jouer. Mais moi, je préfère du côté des entrepreneurs. C'est juste mon choix. C'est beaucoup plus durable. Il y a une vision. Bon, c'est mon choix. Et ton choix, on le comprend. C'est ça. Je le comprends. Donc, la première chose, c'est le mindset. La deuxième chose qui, pour nous, est essentielle, c'est vraiment ce qu'on appelle un peu l'écosystème. Donc, l'environnement dans lequel ils vivent. OK, écosystème. Pour que ces entrepreneurs-là réussissent, il faut que l'environnement soit favorable. Pensez à ça comme à une plante. Si vous mettez une plante sur des cailloux, ça ne va pas pousser. Parce qu'il n'y a pas de racines, il n'y a pas de... Voilà. Donc, grosso modo, cet écosystème-là. Donc, à ESP, on a une pratique qu'on appelle Insights, qui fait du conseil. C'est par exemple cette pratique-là qui a incubé avec la CGECI, la Finance Engage. C'est cette pratique-là qui fait tout ce qu'on fait en termes d'études. Par exemple, on a travaillé à la mise en place du guichet unique pour le développement des entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Ah, vous avez travaillé sur le guichet unique. Oui, sur le GUD. On a travaillé sur des fonds de garantie. On a mis en place... donc, vraiment, c'est une unité vraiment de conseil qui va regarder tout ce qui est problématique systémique qui impacte le secteur privé et essayer de résoudre ces problématiques-là. Donc, ça, c'est la pratique Insight. Et puis, enfin, tu en parlais tout à l'heure, on a la pratique Scale qui travaille sur le capital intelligent. Capital intelligent, c'est quoi? C'est la bonne combinaison entre la connaissance et le financement pour réussir. Donc, si vous prenez un entrepreneur... Répète ce que tu viens de dire, le capital intelligent. Capital intelligent, bonne combinaison entre la connaissance et le savoir-faire et le financement pour réussir. Si vous donnez à quelqu'un que la connaissance, qui n'a pas de savoir-faire, ça va être chaud. Si vous lui donnez connaissance, savoir-faire, sans financement, c'est chaud. Ouais. Maintenant, quand la personne évolue, les besoins changent aussi. Souvent, on voit, je vois ça très, très souvent. Les gens voient en fait un grand entrepreneur passer. Ah ouais, telle personne, machin, il est milliardaire, il a réussi. Mais tous sont des problèmes d'argent. C'est juste que les problèmes d'argent qu'ils ont ne sont pas des problèmes de 100 millions, 200 millions. Quand Dangote, en fait, commence à avoir des soucis sur sa raffinerie, c'est des milliards, en fait. Si c'est un projet, c'est un projet de 15 milliards de dollars, en fait, et qui doit financer une bonne partie avec de la dette, c'est des milliards. Donc, oui, il a des actifs, c'est vrai, mais il a besoin d'argent. Et quand il lance, en fait, une raffinerie qui est l'une des activités les plus complexes au monde, il va sans dire qu'en termes de compétences et de savoir-faire, il a besoin de se faire accompagner. Donc, ça va évoluer en fonction du niveau de maturité de l'entrepreneur avec lequel vous travaillez. Donc, ESP, grosso modo, on a travaillé sur ces 3 axes-là. Et dans chacun des axes, dans les différents pays où on est, on peut vous donner différents éléments qui montrent un peu ce qu'on a fait. C'est vrai qu'on n'est pas très, très bon en fait en communication, hein, mais bon. Mais vous agissez on essaie d'agir. Profondeur et vous le faites très bien. Et notamment, tu as parlé du guichet unique des PME, qui est un exemple palpable et concret. Et qui est aussi, en fait, une très, très belle initiative que du gouvernement. Hein, comment ça fonctionne, ce guichet? Alors, l'idée du guichet, c'est vraiment de nous assurer que l'entrepreneur ou l'homme d'affaires, parce que dans ce cas-là, on sert quand même les deux. Bien sûr.
n'est pas fondamentalement en fait à se promener de bureau en bureau pour régler ses problèmes. Donc, vous arrivez là, vous pouvez être accompagné, on va vous orienter vers les sources de financement adéquates pour votre projet. Et puis enfin, en termes de financement aussi, parce qu'on sait que c'est un problème, on sait que la garantie, très très souvent, les gens n'ont même pas les actifs qu'il faut pour pouvoir garantir le financement dont ils ont besoin. Donc, c'est vraiment une solution intégrée, OK, qui permet aujourd'hui à l'entrepreneur qui se rapproche de ce guichet-là d'être accompagné. Donc, d'ailleurs, c'était très, très bien de voir que, je crois que c'était il y a 3-4 semaines, il y a un financement assez important qui est venu de la coopération française, je crois, qui va venir en fait alimenter le guichet, en plus d'autres types de financements qui étaient déjà en place et des ressources que le gouvernement en fait, a mis en place. Donc, ce genre d'initiative-là, je pense, portée à échelle, bien déclinée, bien exécutée, peuvent réellement faire une différence pour les entrepreneurs. Donc, prenons un cas concret, un exemple comme ça concret. Je veux me lancer dans l'élevage et la commercialisation d'escargots. J'ai des connaissances dans ce domaine, dans l'élevage, mais j'ai besoin de financement pour construire donc cet endroit où je vais élever et commercialiser mes escargots. J'ai besoin d'appui financier. Donc, déjà, où se trouve le guichet des PME? Je voudrais pas aussi que, parce que on a travaillé sur la conception. La conception, oui, bien sûr. Oui. Mais je ne suis pas représentant donc, non, du ça, guichet. on est d'accord. Donc, je peux d'ailleurs te connecter avec le responsable du guichet. Ah, c'est chic ça. Pour qu'il fasse tout un podcast sur le guichet. Mais bon, revenons en fait à ta question. Bon, pour quelqu'un qui a un projet comme ça, si moi j'étais la personne, je commencerais quelque part. Okay. Donc, très souvent, les gens ne commencent pas là où ils sont arrêtés. Donc, toi et moi, on veut aller, je ne sais pas moi, en Chine. Okay? On s'imagine déjà en transit, en fait, à Dubaï ou bien à l'aéroport Charles de Gaulle, alors qu'on est encore à Abidjan. Ouais. Je m'explique. Si la personne a pour ambition de faire de l'élevage de l'escargot et de le vendre, avec les moyens que la personne a aujourd'hui, quelle est la version la plus simple du projet qu'elle peut mettre en place? C'est là qu'il faut commencer. OK. Il ne faut pas aller d'abord chercher des financements. Il faut commencer petit. Commençons avec petit. Ce qu'on a. Avec ce qu'on a. Déjà pour comprendre l'activité. Parce que peut-être que, en fait, il y a eu des cas, il y a des cas qui existent. Par exemple, il y a en fait un projet Banque mondiale, ils ont mis beaucoup d'argent dans une région de Tanzanie pour se rendre compte que les gens de cette région-là, pour eux, le poisson, c'est un totem. Donc, ils ne mangent même pas le poisson. Vous voyez ce que je veux dire, ouais. Voilà. Donc, du coup, quand on commence petit, là, ouais. et qu'on peut faire un pilote, on peut tester les choses, voir si ça marche. Peut-être que les escargots, là, finalement, si j'ai pu les faire grandir juste en bas du lavabo dans ma maison, là, peut-être que toute l'usine que j'avais en tête, là, c'est pas une bonne idée. Je vais créer un autre modèle, en fait, où je vais avoir un nombre de jeunes qui ont des lavabos dans leur maison. Je vais leur donner peut-être des escargots. Donc, je vais avoir le même chiffre d'affaires avec un investissement beaucoup plus faible et quelque chose que je maîtrise qui est compliqué à repliquer. Donc, de façon générale, ce que nous, on essaie de voir avec nos entrepreneurs, c'est déjà de nous assurer que le rêve là, que la personne a là, qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui par rapport au rêve? Quelque chose de simple qui ne prend pas, peut-être que ça prend 50 000 francs, peut-être que ça prend 100 000. Si c'est un gros projet de plusieurs milliards, peut-être que ça va vous prendre 50 millions. Vous commencez quelque part. Ça vous permet déjà de comprendre l'activité, de voir des compétences dont vous avez besoin. De tester. Certaines des hypothèses que vous avez. Par exemple, vous allez vous dire, ah oui, non, ce truc-là. Parce que souvent, c'est qui tue les business. C'est ne serait-ce que. Je m'explique. Il dit, voilà, moi, je vais produire de l'escargot. J'ai une idée innovante. J'ai une idée innovante. Si ne serait-ce que 1% des Ivoiriens mange 1 kilo d'escargot par année, il fait la multiplication. C'est facilement. Et puis, il se retrouve en fait à la tête de plusieurs milliards. Donc, quand il a fini de faire ça, il commence à vous expliquer comment est-ce qu'il faudrait qu'il ait un siège de 12 étages. Il vous donne des locaux chers. Des locaux super chers. Moi, j'ai eu des cas où on fait en fait une BPC.
La BPC, personne c'est nous quoi? regarde, c'est une business plan, en fait, competition. Donc, c'est Ok. une compétition De de plan business plan. d'affaires. Le gars nous regarde droit dans les yeux. Il y a un véhicule du directeur général. Really? Oui, pour 100 millions, il a un bureau de Non. marché. Mais oui, parce que. À Abidjan ici. Abidjan ici. Parce que quelqu'un a fini de faire ses multiplications et qu'il a un chiffre d'affaires, je sais pas moi, de 1 10 milliard, 10 milliards. 10 milliards, tout ça, c'est couvert. Mais en réalité, c'est basé sur rien du tout. Donc, je pense que c'est important de commencer avec un pilote. Premier point. OK. Donc, surtout pour éviter les risques aussi. Tout à fait. Parce que ça te permet de voir si finalement, est-ce que tu es réellement passionné même par la vente d'escargots? On en revient toujours à l'exemple. Tu te dis, parce que tu as vu sur YouTube un expert, un éleveur qui fait, je ne sais pas, 10 millions ou 20 millions par mois dans la vente d'escargots. Tu vois que le kilo d'escargot fait en moyenne 10 000 francs. Tu te dis, waouh, ça coûte plus cher que le café et cacao. Je me lance dedans parce que c'est une opportunité. Donc, homme d'affaires ou femme d'affaires. Et puis, tu te dis, ah oui, il faut que j'aie du financement. Parce que si j'arrive à vendre au moins 1 tonne chaque mois, ne serait-ce que... je suis super riche et tout. Mais tu te rends compte que finalement, tu commences petit par des petits tests peut-être dans ton jardin. Tu trouves des escargots là et tout. Et puis, tu te rends compte que finalement, je ne suis pas réellement passionné par ça. C'est compliqué. Ça demande de faire beaucoup d'efforts. Ça m'amène sur... un autre point qui souvent est négligé quand il s'agit de l'entrepreneuriat, et c'est difficile. Ouais. C'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Si vous voulez vraiment être un entrepreneur à succès, qui fait ça sur 10, 15, 20 ans, ça va vraiment vous impacter dans tous les sens du terme. Ouais. Du point de vue psychologique. Si vous étiez quelqu'un de très social avec beaucoup d'amis, vous allez perdre des amis. Vous allez perdre de l'argent, vous allez avoir des nuits blanches, vous allez être stressé. Ça va impacter votre couple si vous êtes en couple. Ça peut impacter votre couple. Ouais. Donc, c'est vraiment difficile. Donc, c'est pour ça qu'en général, c'est bien de commencer avec un pilote. Comprendre tout ça. Maintenant, en réalité, une fois qu'on a fait le pilote, peut-être qu'on décide de ne pas le faire. Peut-être qu'on a une idée qui est meilleure. Ouais. Peut-être qu'on se rend compte qu'en fait, c'est peut-être pas... L'argent n'est pas dans les escargots, mais c'est plutôt dans le Yango qui transporte les escargots, je ne sais pas. Bon, je ne dis pas que les Yangos sont forcément profitables, hein, mais bon, je pense que ça permet déjà de repenser la chose. C'est ça, de se réorienter comme lorsqu'un le chat fait un saut, il se réadapte rapidement pour retomber sur ses pattes. Exactement. On a parlé des débuts, donc il y a en 2010, de ESP, avec Charity Kabongo. Et vous mettez donc en place ESP. Quels sont les premiers, ou quel est le premier projet, la première entreprise ou le premier entrepreneur que vous avez accompagné après la mise en place de cette structure? Alors, ça me permet aussi de mentionner Rob Henning, qui était un autre de mes collègues, en fait, de la firme avec laquelle je travaillais avant, qui s'appelle OTF, qui était aussi que de l'aventure. Donc, quand ESP naît, à l'époque, je viens de finir Harvard. Mon bouquin vient d'être publié et donc, je suis encore basé à Washington, D.C. D'accord. Donc, un des tout premiers projets qu'on a fait, c'est un projet avec un entrepreneur haïtien qui s'appelait Kaitech. Donc, Kaitech, en fait, c'est Kai comme maison en fait en créole et tech comme technologie. Donc, c'est des maisons construites avec de l'acier léger. À l'époque, ça résolvait un problème très important en Haïti qui était né du tremblement de terre, où plus de 100 000 personnes, en fait, ont perdu leur vie en quelques secondes à cause de mauvais standards de construction. Donc, c'est un projet sur lequel on a travaillé, en fait, en Haïti. On avait d'ailleurs, et c'est un projet dans lequel aussi, en fait, on a investi. Donc, on avait une partie du capital de cette entreprise-là. Et donc, on a commencé avec ça. Et puis, à l'époque, parce que ESP, en fait, est né sans financement, sans rien du tout. Ouais, c'est ce que je voulais demander. Comment vous avez démarré sans financement? On a vendu un projet. Parce qu'à la base, en fait, on savait faire du conseil. OK. Je savais faire du conseil. Donc, mon métier de base, en fait, c'est de la stratégie. Donc, ça, je savais faire. Donc, on a vendu un premier projet de $50 000, je pense, à l'époque. Et puis, on a parti sur ça. C'était quel projet?
C'était une stratégie justement sur les éléments d'écosystème là, pour l'investissement et la compétitivité en Ouganda. D'accord. Vous avez vendu ça à qui? À l'État ougandais? Alors, le client ultime, c'était la présidence en Ouganda, financée par les Danois. OK. Oui. Donc, l'État ougandais avait ce besoin, cette stratégie-là avait ce besoin, et ça a été financé par les Danois. Bien sûr. C'est ce qui se fait couramment pour les États africains. Oui. Oui. Bon, vous avez vu. C'est un autre sujet. L'essentiel, c'est un autre sujet. Vous avez eu vos $50,000. Voilà, et puis on est parti de là. Au fur et à du mesure. Du coup, en fait, dans la façon dont ESP en fait, a grandi, ça a été vraiment une croissance assez en fait organique. Donc, je ne pense pas jusqu'à présent qu'on Vous n'avez pas fait de demande de prêt à une banque, non? Non. C'est le meilleur développement. Oui, en fait, j'insiste un peu sur ça. Pourquoi? Parce que très souvent, les gens viennent dire « Ah ouais, mais quel est le mécanisme de financement le plus efficace ?» Oui. Moi, je pense que le mécanisme de financement le plus efficace, c'est le financement organique que vos clients vous donnent. Maintenant, quand vous êtes dans les services, c'est facile. Parce que dans les services, ce n'est pas une usine. On paye la matière grise. Voilà, ce n'est pas des gros équipements. Donc, ce que je dis là, ça ne s'applique pas forcément, par exemple, à quelqu'un qui veut produire que du ciment. OK? Mais si, en tant qu'entreprise ou en tant qu'entrepreneur, vous avez la capacité de vous faire financer pour une bonne partie par vos clients, c'est mieux parce que ces clients-là, en fait, couvrent toutes vos charges et vous donnent, en fait, un profit. Donc, si vous pensez à ça, disons que le crédit le moins cher, ici, on va dire peut-être que c'est 8%. Donc, disons que c'est moins 8. Si votre activité a 30% de profit, le client vous donne un plus 30. Donc, entre moins 8 et puis plus 30, qu'est-ce qui est mieux? Bien sûr. Voilà. Donc, c'est un peu... Je pense que ça peut être utile, en fait. Donc, financement organique pour ESP pendant ces 10 dernières années. Plus ou moins. Vous avez accompagné au total combien d'entrepreneurs et combien de projets sur le continent africain? Bon, alors, c'est une bonne question. Est-ce que tu comptes, en fait, ceux qui ont bénéficié de nos initiatives écosystèmes? Donc, est-ce que tous les gens... Je vais les mettre de côté pour l'instant parce que ça, c'est systémique. Donc, si tu mets ce qui est systémique de côté, je ne sais pas, si je devais estimer... Et on n'a pas de très bonnes statistiques dessus parce que malheureusement, nous sommes aussi, en fait, une PME qui essaie de se renforcer. Donc, j'aurais dit dans les 10 000, 12 000. C'est énorme! Et comment j'arrive à ça? Je compte en fait donc toutes les compétitions auxquelles on a participé. Je compte les bourses de projet. Je compte certaines des initiatives en fait où on travaille avec des entrepreneurs qui ne sont pas forcément formels. Donc, quand tu mets tout ça ensemble, les chiffres en fait augmentent. Mais c'est vraiment un des éléments sur lesquels on a encore beaucoup à faire. Donc, c'est l'une des priorités justement qui est dans le projet d'entreprise qu'on est en train de mettre en œuvre là maintenant. Je peux dire que vous êtes compétitif par rapport à certains États. En tout cas, c'est assez concret, en fait. Même si tu ne peux pas forcément avoir un chiffre définitif. Voilà. Maintenant, je pense que l'autre chose aussi, c'est quoi? C'est que vous accompagnez les États. On n'a pas la force des États non plus. Bien sûr. Donc, vraiment, ce qu'on fait, c'est une goutte d'eau dans un vase. Parce que, comme je disais, là, si on dit qu'il y a 79% de jeunes, disons qu'il y a 1 milliard de jeunes en Afrique, on va dire, pour faire des maths simples, ces gens-là, une bonne partie pourraient être dans des entreprises commencées par des entrepreneurs. Si on parle de là, en fait, ça pourrait faire potentiellement beaucoup d'entreprises. Hein. Surtout si on prend les micro-entreprises et tout. Exactement, voilà. Parce qu'ils créent de l'emploi. Exactement. Donc, du coup, pour moi, c'est pour ça que justement à ESP, on est aussi frustré souvent parce qu'on a l'impression que par rapport aux problèmes qu'on veut régler, on n'a fait que effleurer la surface, en fait. Vous n'êtes qu'au début. Il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Mais vous le faites bien déjà. Quand tu prends ces milliers d'entrepreneurs, de PME qui ont été accompagnés dans plus de 23 pays africains en moyenne, selon toi, quel a été l'impact le plus marquant dans le travail de toi et tes associés sur la structuration? Pour moi, je pense que l'impact le plus marquant, ce n'est pas dans la structuration, c'est dans le mindset. Changer le mindset. C'est tout. Parce que ce que je crois, c'est que
la chose la plus importante. Donc, en fait, l'être humain, c'est le... Bon, peut-être qu'il y a d'autres êtres comme ça, hein, mais pour l'instant, je ne connais que les êtres humains. On est que... Voilà. Donc, c'est vraiment... fait partie vraiment des êtres dans lesquels on peut investir une idée et ils en font quelque chose auquel vous n'avez jamais pensé, en fait. Ils la font germer. Voilà. Donc, du coup, pour moi, vraiment, derrière chacun des jeunes qu'on a accompagnés, ou chacun des gros aussi, parce que souvent, quand on pense à ESP, on pense qu'on ne fait que des tout petites entreprises. Ce n'est pas vrai. On a aussi des champions qu'on a accompagnés, des entreprises qui font 20, 30, 40 millions de dollars de chiffre d'affaires qu'on a dans le portefeuille. Quand on prend ces gens-là, pour moi, l'impact, c'est vraiment dans le changement de mentalité, dans l'ambition qu'ils vont avoir, dans ce qu'ils vont réaliser. Ça va être aussi dans des initiatives un peu structurantes. Par exemple, on a beaucoup travaillé en Côte d'Ivoire sur la problématique des champions nationaux. Les fameux champions nationaux. Parce que pour nous, en fait, c'est quand même un facteur qui est important dans le sens que partout, vraiment, les économies se sont transformées. Il y a eu quand même des têtes de grappe, des entreprises ancres qui ont permis que cette transformation-là se fasse. Voilà. Donc, du coup, pour moi, si vous me demandez, le premier impact que j'aurais identifié, c'est vraiment ça. Parce qu'il y a pas mal de choses où on a pu contribuer, peut-être une idée, peut-être un concept note, peut-être un séminaire, peut-être une inspiration. Et ça a permis aujourd'hui à quelqu'un de faire quelque chose. Donc, pour moi, c'est ce côté-là qui me touche le plus. Bon, c'est vrai, souvent, on aime parler avec des chiffres de milliards, de création d'emplois et tout ça. C'est vrai, mais pour moi, l'élément vraiment marquant, c'est le mindset. Tu as parlé de champions nationaux, en tout cas de votre contribution à ce concept. Comment tu définirais, quels critères tu définirais le concept de champion national? Bon, je pense Qui est champion national? Bon, je pense que ce serait déjà bon de situer le contexte. Donc, l'initiative des champions nationaux a été portée par la CGECI, donc le patronat ivoirien, et je dirais par les 3 derniers présidents du patronat. Donc, le président Jean Kakou Diago, le président Jean-Marie Aka, le président Ahmed Cissé aujourd'hui. Et dans la façon dont ce concept-là, en fait, est né et a été porté, il est aussi né d'un challenge, en fait, que le leadership ivoirien, donc le président de la République, fait, en fait, c'est une motivation au secteur privé en disant, bon, c'est un challenge. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, du coup, le patronat dit, mais nous, on pense que vraiment cette question de champions nationaux, là, quand on prend les pays qui étaient au même niveau que nous dans les années 70, la Corée, la Malaisie, le Brésil, on prend des pays comme la Turquie, comme le Maroc, on prend même des pays en fait africains où il y a un secteur privé assez dynamique, le Nigeria, etc. Quel est le point commun de tous ces pays-là? Il y a eu des acteurs d'une certaine envergure qui ont démontré qu'ils pouvaient exceller dans le domaine, dont les centres de décision et de contrôle sont dans le pays en question. Donc, si c'est une entreprise en fait nigériane, c'est pas une qui multinationale vient du Nigeria, c'est oui. pas une multinationale étrangère. Donc, les gens qui font les décisions là, et les actions là, c'est des Nigérians qui peuvent en fait porter à échelle ce qu'ils font. Donc, ce qu'ils font là, ils le font aujourd'hui dans un pays X. Mais la même chose pourrait être faite dans 10 pays différents. Et comme on voit le track record, on pense qu'ils ont la capacité de le faire. Donc, c'est tout ça qui fait ce qu'on appelle en fait un champion national. OK? Maintenant, quand on parle de champions nationaux, il y a vraiment des secteurs de l'économie où on ne peut pas en faire l'économie. On ne peut pas en faire l'économie des champions nationaux. Donc, c'est l'économie dans l'économie, je m'explique. Donc, il y a des secteurs dans lesquels vous avez absolument besoin d'avoir vos propres champions parce que c'est essentiel pour la souveraineté économique de ce pays-là. Ça va être des secteurs comme le financement, comme la construction, comme l'éducation, comme la santé, même l'agribusiness, aussi. le transport. Donc, du coup, c'est un élément en fait essentiel de toute politique de transformation d'une économie qui se respecte. OK. Donc, on a les critères. Et pour challenger un peu ce concept aussi de champion national, qui est une volonté, qui est une motivation aussi, je vais revenir à la déclaration que Stan Zézé a faite donc, dans ce podcast dernièrement, dans la saison 1,
où il mettait en avant le fait que, oui, on parle de champions nationaux, mais c'est difficile d'avoir des champions nationaux qui ne pèsent pas lourd dans l'économie si 80% des richesses nationales sont générées par 5% d'entreprises de multinationales étrangères. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, Et je salue Stan. Donc, moi, je pense qu'il faut peut-être poser le problème, en fait, en d'autres termes. Donc, pour moi, de la même façon que les entrepreneurs sont essentiels pour régler des problèmes liés à l'emploi, transformation structurelle de l'économie, paiement des impôts, de la même façon que les entrepreneurs permettent ça, dans ces entrepreneurs-là, il y a une autre catégorie qu'on appelle les champions nationaux qui vont permettre d'accélérer tout ça, en fait. Donc, quand on dit qu'on a besoin de champions nationaux, à mon avis, ce n'est pas seulement une question de pourcentage. C'est quelque chose de qualitatif. Donc, c'est quelqu'un qui vous dit, voilà, je ne suis pas en bonne santé. Bon, vous pouvez voir ses examens. Si la personne est malade, là, c'est binaire. Soit il est en bonne santé, soit il est malade. Bon, c'est vrai que on peut maintenant après regarder les chiffres pour voir c'est à quel niveau. Mais une économie, en fait, d'un pays émergent dans laquelle il n'y a pas de champions nationaux qui peuvent, en fait, jouer un rôle central pour driver cette économie-là, il y a un problème. Il y a un problème. Par exemple, aujourd'hui, pourquoi est-ce que Dangote, en fait, met en place la fameuse, en fait, raffinerie? Parce qu'il se rend compte que le pays, en fait, dépense des milliards chaque année dans des subsides liés au pétrole, alors que c'est un pays pétrolier. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'il fait de la farine? Maintenant, les gens vont dire, oui, mais Dangote, il fait ça, comme il contrôle tout le marché, il a fait trop d'argent. Bon, c'est un autre problème. Mais au moins, les besoins nationaux, là, sont réglés. Sont couverts. Donc, pour moi, en fait, il faut regarder ça comme étant, si on se met tous ensemble, nous tous là, comme Ivoiriens, on se met ensemble et on regarde de quoi est-ce qu'on a besoin pour qu'on laisse un meilleur pays à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Les leviers, là, c'est quoi? Je pense que dans ces leviers-là, si on réfléchit bien, les champions nationaux en feront partie. Tu peux nous citer des champions nationaux à qui tu penses? Où ça? Ici, maintenant, en Côte d'Ivoire, là, non. Attends, tu sais pourquoi je ne vais pas les citer? Parce que si je leur posais la question, même à eux-mêmes, ils vous diraient que par rapport à ce qu'ils peuvent faire, ils ne sont pas arrivés. Effectivement. Donc, ce qu'on est en train de dire, là, on est en train de dire qu'on a commencé. Mais il faut qu'on arrive à... Voilà. Je pense qu'on était tous contents ici l'an dernier, coup du marteau, la canne et tout ça, machin. 3 étoiles. 3 étoiles et tout. On a besoin d'avoir aussi nos étoiles dans l'économie. Excellent. Ça, très bien dit. On revient à ESP. S'il te plaît. Il fallait dire Partners. ESP. On revient à ESP. Oui. Comment vous sélectionnez les entrepreneurs qui vont bénéficier de vos projets ou des financements que vous apportez? Quels sont les critères de sélection? Moi, par exemple, je veux que ESP m'accompagne. J'ai un projet de montage d'ordinateurs, de chaînes d'ordinateurs, par exemple au VTIB, et j'ai toute la connaissance, toute l'expertise qu'il faut, mais j'ai besoin d'être accompagné et d'être financé. Bon, je dirais qu'il y a 3 points d'entrée. Donc, le premier point d'entrée, c'est tu viens nous voir, toi, comme Edith, individuellement, tu dis, voilà, j'ai un besoin spécifique pour lequel je pense que je peux payer. Donc, comment est-ce que vous m'accompagnez? Ça, c'est une option. Et donc, là, en fait, ça va être que du sur-mesure. OK. Tu as dit que je peux payer. Donc, je paye pour t'accompagner. Bien sûr. Ah, OK. Non, ça, c'est l'option 1. OK. L'option 2, et je pense d'ailleurs que l'option 1, c'est à ça que tous les entrepreneurs devraient en fait aspirer. Investir pour gagner de l'argent. C'est tout. C'est ça. C'est tout. Ça, c'est l'option 1. L'option 2, nous avons donc, de par nos efforts, travaillé en fait avec un partenaire. Ça peut être un État, ça peut être le secteur privé, ça peut être un partenaire technique et financier comme les Hollandais, comme les Américains, etc. Et donc, on a un programme. OK? Et ton business, en fait,
entre dans les critères du programme. Donc, ça peut être un programme qui touche l'agribusiness. Ça peut être un programme qui touche les industries en fait créatives et culturelles. Ça peut être un qui touche le sport. Ça peut être un qui touche la technologie. Un qui touche en fait les villes. Donc, tu corresponds en fait aux critères de ce programme-là. Dans ce cas-là, il y a deux choses qu'on regarde. C'est est-ce que tu es admissible? Donc, ça va être des critères. Par exemple, l'admissibilité, ça peut être on cherche des gens qui sont dans une certaine ville, qui ont un certain âge, qui ont une certaine nationalité, qui ont un certain genre. Est-ce que tu es admissible? Et puis, quand on regarde, si tu effectivement tu es en fait admissible, on regarde après ça la qualité de ton projet, la qualité de l'entrepreneur. Assez simplement. OK? Et puis, la troisième option, c'est tu ne rentres pas dans les deux catégories-là. On a aussi en fait une fondation. Ah, vous avez une fondation? Oui, qui s'appelle en fait Entre-Africa, qui va donc accompagner. On fait beaucoup d'inspiration à travers la fondation et donc qui va accompagner les entrepreneurs qui ne sont pas un peu traditionnels. Tu vois, donc si tu ne rentres pas dans les deux catégories, peut-être que tu es en fait une dame en fait qui décide à 45 ans qu'elle veut lancer un business. Parce que avant ça, tu as étudié, tu as fondé ta famille, tu avais beaucoup de choses à faire. Donc, à 45 ans, tu es prête. La majorité des programmes qu'on a qui font beaucoup de bruit, là, c'est pour les jeunes. C'est vrai. Alors, est-ce que c'est équitable? Non. D'exclure, en fait, la femme qui commence à 45 ans parce qu'elle avait beaucoup de choses à faire qui sont essentielles, d'ailleurs, pour la société? Non. Donc, la fondation, pour nous, est le mécanisme. Ou alors, souvent aussi, ça peut être quelqu'un qui a un projet qui n'a pas d'argent. Si on a quelque chose dans la fondation qui peut l'aider, on le fait. Donc, c'est un peu les mécanismes qu'on utilise en fait pour sélectionner. Donc, soit il y a le premier mécanisme où je suis entrepreneur. Avec ton budget. Avec mon budget, je viens, je paye ESP, vous m'accompagnez, vous me structurez. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'on ne commence pas par ce que tu payes. Parce que dans tous les cas, on sélectionne tous les gens avec qui on parle. Même si j'ai de l'argent pour payer, je passe par des critères de sélection d'abord. Mais oui. Vous ne prenez pas mon argent directement? Non. Pourquoi? Okay. Ça. Parce que là, ça devient maintenant... On ne sait jamais aussi à blanchiment, c'est vrai? Bon, tu vois, non. Donc, du coup, non. Il faut déjà qu'on comprenne réellement est-ce qu'on la structure même du business. Voilà. Mais c'est trop facile. Je viens avec 2 milliards de dollars. Je dis que je veux faire un programme, il y a 10 programmes immobiliers à Yamoussoukro et puis comment on appelle ça, à Korogo. Bon, vous allez voir 2 milliards de dollars comme ça. Bah, vous réfléchissez, vous structurez d'abord. Bon, dans tous les cas, il faut sélectionner. Bon, fondamentalement, le temps qu'on a est limité. On a une seule vie. Donc, on est obligé d'investir le peu de temps qu'on a. Pour être impactant. Pour être impactant. Donc, on sélectionne dans tous les cas. OK. Et il y a le deuxième volet où... Le deuxième volet, là, c'est un programme. Le troisième volet, c'est la fondation. La fondation. Voilà. Donc, ça, la fondation, les entrepreneurs dont tu as parlé, je les vois beaucoup dans le style j'ai fait 20 ans en banque et puis après 20 ans de carrière dans la banque, je décide de me lancer dans le stylisme. Il y a beaucoup de stylistes comme ça qui viennent des finances, parce que leur passion a débordé à un moment donné. En fait, ça fait partie des mindsets qu'il faut qu'on change. Oui. Le truc d'entreprendre là, c'est pas que pour les jeunes. Si vous regardez dans le monde entier, c'est vrai. Quand vous regardez dans le monde entier, là, la majorité des entrepreneurs à succès, ils ont commencé tard. Il y a des gens qui ont commencé à 45 ans, il y a des gens qui ont commencé en fait à... Moi, par exemple, quand je commence mon entreprise, j'ai eu une première carrière où j'ai appris beaucoup de choses, où j'ai performé. Donc, c'est ça justement qui me permet de lancer mon entreprise en fait. Donc, le concept là que quelqu'un naît dans le berceau et puis il est déjà entrepreneur et puis il sait quoi faire là, je pense que ça fait partie des mauvaises conceptions qui tuent l'entrepreneuriat et qui gâchent la vie de beaucoup de personnes. En fait, c'est beaucoup de wording, de storytelling. En fait, c'est ce storytelling-là qui a nourri ça. Donc, on a l'impression que pour être entrepreneur, pour que ça fonctionne, pour que ça attire l'attention, il faut être jeune. Non, je vais te donner un exemple concret ici en Côte d'Ivoire qu'on connaît tous. L'un des entrepreneurs, l'une des icônes un peu d'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire et en Afrique, le président Jean Kakou Diago. Je pense que quand il commence son business, il devait avoir 47 ans, je crois, d'après sa biographie. Waouh, 47 ans. Ouais. Ah ouais. Et je pense qu'il y a plein d'autres exemples dans son cas. Il a commencé dans le monde de l'entreprise, il a été salarié d'abord, et puis ensuite, à un moment donné, après une carrière riche. Mais maintenant, ce que je sais aussi d'expérience, c'est que ce n'est pas tous les entrepreneurs
qui commencent leur propre business. Donc, quelqu'un qui est entrepreneur, là, même quand il est dans une entreprise, vous savez. C'est-à-dire que dans sa façon d'être, de faire, etc., c'est la personne dans tous les trucs là. C'est la personne à qui on donne tout à faire. C'est un peu qui prend des initiatives. C'est un peu aussi. comme la personne dans votre famille. On a tous dans nos familles là quelqu'un qui organise funérailles et mariage. Oui. Qui est toujours prêt, qui est toujours prêt. disponible. C'est toujours la même personne. Oui. Les entrepreneurs là aussi, là, comme vous savez les connaître là, même quand ils sont dans un autre poste, vous pouvez savoir que celle-là, quand le moment sera venu, si jamais elle décide d'être entrepreneur, elle va réussir. Ça se voit tout de suite. Ça se voit. Aujourd'hui, je pense il y a eu 2024 pour ESP, 2025. Quelles sont les perspectives pour cette structure, pour ta structure, en termes d'accompagnement des entrepreneurs, des PME, des dirigeants en Afrique? Bon, je pense qu'en termes de perspectives, je dirais 2-3 choses principalement. La première chose, nous allons faire beaucoup plus pour accompagner le secteur privé dans la transition climatique. Pourquoi le climat? Parce que sans le climat, aucun d'entre nous ne sera vivant dans 30-40 ans. Donc, réellement, quand on voit tout ce qui se passe, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne croient pas. Les climato-sceptiques. Voilà, il y a des climato-sceptiques, c'est vrai que ça existe, hein, mais le consensus aujourd'hui, là, c'est que cette affaire de climat, là, c'est un problème qu'on l'ait causé ou pas, c'est pas pertinent. Hein. Bah, c'est pas nous, nous sommes victimes, nous les Africains. C'est un faux problème. À la fin, il faut qu'on trouve la solution. Bon, on nous demande, nous, Africains, de faire plus d'efforts. Ouais, mais il faut qu'on trouve la solution. Parce qu'à la fin, quand il pleut, chez nous, il y a des inondations. Dans des pays qui sont plus développés, donc qui ont une planification urbaine beaucoup plus adéquate. Quand il pleut, c'est différent. Ce que je dis, c'est que quand vous avez un problème, là, quand votre maison est en train de brûler, vous ne demandez pas qui a mis le feu. Hein. Donc, je pense qu'il faut qu'on essaie de régler le problème. Donc, pour nous, déjà, on va faire beaucoup plus dans la transition climatique, numéro 1. Numéro 2, on va aussi essayer de démocratiser l'accompagnement des entrepreneurs. On se rend compte que l'accompagnement classique est très orienté MBA. Donc, on vous fait faire un peu de finance, un peu de marketing, un peu de ressources humaines, etc. Aujourd'hui, il y a des méthodologies, dont une qu'on utilise beaucoup en fait à ESP, qui permettent réellement d'équiper les entrepreneurs avec une autre façon de penser, une autre façon d'agir qui soit vraiment pratique. Donc, basé sur, quand on prend les entrepreneurs qui réussissent là, qu'est-ce qu'ils font? En général, ils sont proactifs. En général, ils regardent le long terme. Et puis, en général, quand ils ont un obstacle, ils arrivent à le surmonter. Donc, par rapport à ça, on peut développer en fait un contenu qui soit super pratique, qu'on peut enseigner à tout le monde, à tout enfant à partir de 5-7 ans, qui permettent réellement qu'on intègre ces façons de penser, ces façons de faire là dans ce qu'on fait tous les jours. Donc, ça, pour moi, c'est le deuxième pilier qui est un pilier en fait essentiel. Je pense que le troisième pilier, en fait, dans où je vois ESP, c'est aussi, en fait, une entreprise qui est devenue pérenne. Donc, mon ambition, c'est pas d'être directeur général de ESP ad vitam. Ad vitam, en fait. Donc, il faut qu'on arrive à mettre en place les systèmes, la structure, etc., qui permettront que demain, en fait, ESP soit géré par une autre équipe ou ESP puisse, en fait, connaître une mue ou ça devienne autre chose. Donc, pour moi, en fait, cette problématique-là de constamment se réinventer, c'est vraiment central dans ce qu'on essaie de faire en fait à ESP. Et d'ailleurs, par rapport au climat, on a mis en place en fait avec Mamadou Doumbia, une entreprise qui s'appelle Africa Energy Transition Services, AETS, qui est justement spécialisée dans la problématique du climat. Donc, AETS, c'est vraiment une équipe d'experts très, très pointus qui vont regarder les problématiques de technologie, les problématiques de modèles d'affaires qui incluent la technologie, les problématiques de levée de ressources, les problématiques en fait, de mise en place de l'écosystème pour le climat, pendant que en fait, ESP aura la capacité de vulgariser ce que AETS pourra concevoir. C'est un cabinet qui vous accompagne aussi. Voilà, donc c'est un cabinet qui fait partie un peu qui est de la famille de ESP. Quoi. Voilà. Il y a beaucoup d'argent dans le climat.
Oui, mais c'est de l'argent malheureusement que le continent africain en fait ne touche pas forcément. Combien de Donc, milliards de dollars? je pense que les dernières statistiques de 2022 disent environ 42,5 milliards de dollars en fait qui auraient en croissance en fait de 35-36% par rapport en fait à l'année d'avant. Malheureusement, une bonne partie de ce financement-là, le secteur privé, surtout en Afrique, n'y a pas accès parce qu'on ne remplit pas les conditions. Ah bon, pourquoi on ne remplit pas les On ne conditions? remplit pas les conditions parce qu'on n'a pas l'expertise forcément nécessaire pour changer nos business models. Parce que, grosso modo, un financement qui est censé supporter le climat, en fait, est un financement qui voudra que les gaz à effet de serre soient minimisés. Mhm. Donc, ça demande, si par exemple, vous avez une compagnie de transport et que vous travaillez en fait au gasoil, clairement, ça ne va pas le faire. Si vous ne pouvez pas passer, par exemple, au véhicule en fait électrique. Mais pour faire ça, il faut choisir la bonne technologie, avoir le bon réseau d'accès en fait à l'électricité. Aujourd'hui, le Les gasoil, on en bornes, trouve partout, les c'est bornes. ça. Mhm. Il faut avoir la maintenance qu'il faut. Donc, grosso modo, même quand le secteur privé, déjà le secteur privé africain n'est pas forcément conscient de ça, Mhm. mais même quand il est conscient, il n'a pas forcément le savoir-faire pour le faire. Donc, par exemple, si je décide de lancer une flotte de véhicules VTC, véhicules électriques, tout véhicule électrique, avec un réseau de bornes et avec, bien sûr, la maintenance qui suit, si j'ai ce capital-là et cette flotte, je peux, moi, en tant que PME, bénéficier de ces fonds verts. Oui, en fait, Si je remplis toutes les conditions, comme je viens de dire, avec mes véhicules électriques. Comment ça fonctionne de façon pratique? Mhm. Ces fonds verts-là ne sont pas quelque part dans les nuages. Cherche là-bas. Aujourd'hui, la majorité de nos banques ont des ressources estampillées climat qui n'arrivent pas en fait à déployer pour faute de pipeline. Et ce n'est pas un problème ivoirien. Hein. Ok. Donc, ce dont je parle là, on travaille, on a parlé à beaucoup d'acteurs financiers à travers le continent. C'est le même problème. Donc, dans le fait que, oui, les financements ont été mobilisés ou ont été mis en fait à disposition. Par contre, il n'y a pas de projet en face qui peuvent démontrer effectivement sur le temps qu'ils vont réduire les gaz à effet de serre. OK. Et quand vous pouvez le démontrer, d'ailleurs, ça vient avec un financement moins cher. Donc, vous pouvez avoir entre 3 et 4 Les taux d'intérêt? de taux d'intérêt plus faible que le financement normal. Ça vient avec très souvent de l'assistance technique parce que tout le monde comprend que la technologie climat est encore nouvelle. Donc, les gens sont prêts à donner des ressources pour que justement vous puissiez vous mettre à niveau parce que c'est un impératif pour tout le monde. Donc, il y a beaucoup d'avantages en fait. Et ça vient aussi avec volonté des clients. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas très, très fort. Mais en réalité, si vous prenez les gens, par exemple, aujourd'hui, qui sont dans nos chaînes de valeur, là, que ce soit le cacao, le café, etc., donc tous les groupes, les grands groupes, C'est ça. il y a ce qu'on appelle scope 1, scope 2, scope 3. Donc, ils sont obligés de regarder dans leur chaîne de valeur jusqu'à la production si les pratiques qui sont mises en place sont respectées. Si ce n'est pas respecté, à un moment donné, ils vont décider de ne plus importer nos produits. Comme le cacao, où l'Union européenne a mis en place ces 17 nouvelles directives qui dérangent aussi les producteurs. Bon, c'est difficile aussi pour eux de s'adapter à produire du cacao durable. Je n'ai pas dit que ce n'était pas difficile, mais la vie n'est pas censée être facile non plus. Je pense que, encore une fois, quand on a un problème, il faut le gérer. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Surtout qu'il y a du financement. Bon, même s'il n'y avait pas de financement, il faut s'adapter. Sinon, le cacao, là, si on ne le vend pas, qu'est-ce qu'on fait avec? Ah, pourri. Bon. Tu as parlé des banques. Donc, les banques ici, elles ont des guichets avec du financement. Elles ont des guichets du financement vert. Bien sûr. C'est intéressant en tout cas, si vous êtes un entrepreneur qui s'intéresse à la finance verte, qui a un projet dans ce sens. Et c'est intéressant, pas seulement pour les entrepreneurs, même pour les États aussi. Par exemple, tout ce qu'on est en train de faire dans l'urbanisation, tout ce qu'on est en train de faire dans les infrastructures, la pollution de l'énergie, tout ça, en fait, les villes intelligentes. Aujourd'hui, il y a des financements. Si vous pouvez faire une ville verte, vous allez financer ça beaucoup moins cher que si c'est une ville classique. Donc, on peut s'approcher de ESP pour nous accompagner dans la structuration. Et AETS aussi, ouais. Et AETS pour obtenir ce financement. Exactement. Ah, c'est bon à savoir. Tu as bien fait de venir. Merci. Merci pour l'invitation. On va s'intéresser maintenant on va dire, à l'actualité. J'ai lu l'année passée des articles qui faisaient référence au fait que les financements pour les startups africaines
ont commencé à décliner après la vague d'intérêts massifs des VC et tout ça. Donc en 2024, le financement des startups africaines a chuté de près de 57% en moyenne, avec seulement 780 millions de dollars levés. Comment tu pourrais expliquer ou bien comment tu analyses cette baisse ou bien cette situation? Est-ce que c'est dû à des facteurs exogènes, la crise par exemple dans certains pays comme l'Ukraine, la Russie et tout? Bon, alors c'est clair que donc malheureusement les taux d'épargne en fait dans nos pays sont assez faibles. Mm-hmm. On n'épargne pas beaucoup. On n'épargne pas beaucoup. Par rapport aux Français. Et quand on parle d'épargne, je parle de tout ce qui est ça va inclure des choses comme l'épargne pour la retraite, les produits financiers, etc. Donc, on n'épargne pas beaucoup. Donc, on dépense quasiment tout ce qu'on gagne. Ouais. Bon. Donc, du coup, ça veut dire qu'on dépend de l'épargne des autres pour financer ce genre d'activité-là. Donc, dès qu'il y a un problème, évidemment, le capital qui allait aller chercher des opportunités très, 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 très loin, quand il y en a un peu moins, on se préfère. Ouais. Donc, c'est normal. Donc, c'est normal que ça diminue. Bon, maintenant, je pense aussi qu'il faut mettre tout ça un peu, en fait, en perspective. Ce que je veux dire par là, c'est que pour les 780 millions de dollars dont tu as parlé là, qui ont l'air d'être un gros chiffre, en réalité, si on met ça dans la balance par rapport aux besoins de financement du secteur privé de façon générale, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Parce que le secteur privé en général ne va pas recevoir du financement capital risque. La majorité de nos entrepreneurs, là, ils ont besoin de financement à long terme pour acheter des machines. Ils ont besoin de sécuriser leur lieu de production. Ouais. Ils ont besoin d'éléments de fonds de roulement. Tout ça, ce n'est pas du capital risque. Ouais. Donc, c'est vrai que dans les médias, là, je t'attaque, vous faites beaucoup, là, vous parlez beaucoup des startups. Beaucoup de storytelling. Storytelling, etc. Là. Pardon. Essayez aussi de raconter l'histoire de la PME classique, normale. Là. C'est-à-dire que le monsieur qui fait un peu d'agribusiness, qui veut faire, en fait, je sais pas moi, de l'huile, en fait, avec de la noix de palme. Ce genre d'entreprise-là. Parce que ça, c'est le cœur de la machine. C'est la petite entreprise-là qui fait de la construction. Okay? Ces gens-là, leurs besoins-là, ce n'est pas ce qu'on met sur les médias tout le temps. Mais en fait, tu dis que tu m'attaques, mais au contraire, tu me tends une perche parce que je parle beaucoup de ces entrepreneurs-là qui ont besoin juste de... C'est pas du capital risque comme une start-up qui dit qu'elle a un projet innovant, qui veut faire une IA qui va, par exemple, construire des machines. Bref, le style d'idée hyper innovante qu'on n'arrive pas à transcrire de façon tangible. Mais je prends le cas, par exemple, en tout cas des nombreux entrepreneurs que je connais qui a son unité, sa petite unité. Ou bien qui fait du claclo. De la mode. Qui est dans la mode. Oui, je te donne un exemple. Qui fait du claclo. Coucou Milka Kwaku, qui fait du claclo en surgelé. Il n'a pas de claclo en surgelé. Excellent. Pour nous, qui n'avons pas le temps, que ce soit homme ou femme, qui n'avons pas le temps de dire on va écraser la banane, attendre que la banane soit mûre, pourrie, pour pouvoir l'écraser et tout, elle le fait en surgelé, en pot, de différentes tailles, qu'elle commercialise depuis déjà près de 3 ans chez elle à la maison. Elle a utilisé une partie de sa maison pour le faire. Elle fait également de l'igname surgelé, de l'aloco surgelé. Mais ses besoins, c'est sur du 10 millions parce qu'elle a besoin d'acheter des machines pour passer à l'échelle et tout ça. Et il y a plein d'autres, comme par exemple ma très chère Amina Komara, qui a fait son petit business de l'eau de coco en canette transparente. C'est simple. On peut même dire, mais pourquoi je n'ai pas pensé à cette idée? Mais pour nous qui n'avons pas le temps de chercher où le vendeur de coco se trouve, surtout si on est dans des zones éloignées, tu peux acheter au moins 20 canettes transparentes de eau de coco et tout. Tu le mets dans ton frigo, tu le bois et tu le conserves pendant 2 jours. Une fois que c'est ouvert, ça coûte 1 000 francs par exemple. Et ils sont pleins comme ça, qui vendent du karité. Donc pour moi, donc je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aider les startups. Ce que je suis en train de dire, c'est que... Oui.
Il faut accompagner l'innovation, voilà, on est d'accord. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'innovation, c'est toujours en fait la pointe. Bien sûr. Voilà, De donc, l'iceberg. de l'iceberg. Et Mhm. donc, il y a tout un iceberg derrière qui représente en termes de taille de besoin, je ne sais pas moi, 100 fois, 200 fois, 1000 fois ce que l'innovation représente. Et pour moi, c'est là qu'il faut qu'on arrive réellement en fait aussi à mettre l'accent pour que ce ne soit pas un débat un peu stérile à mon avis. Est-ce que tu penses que ces financements extérieurs vont chuter dans les 2-3 prochaines années au regard de l'actualité géopolitique Ça, avec les États-Unis qui suspendent leur aide? Honnêtement, Ouais. oui, peut-être, bon, je ne sais pas, mais honnêtement, c'est pas. Je ne veux même pas me prononcer dessus parce que c'est pas mon. C'est pas vraiment. Bien C'est sûr, pas non. vraiment. C'est juste pour avoir ton point de voilà. vue. Hein. On sait ici, Ouais, on a des, ça. on a des choses à dire. Ouais, non, je pense que. Ouais, peut-être que ça va chuter, peut-être que ça va pas chuter, mais je pense qu'on met trop d'accent sur ça. Ouais. Je trouve qu'on a beaucoup de choses qu'on peut faire à notre niveau ici localement, sur lesquelles on ne met pas autant d'accent. Dans ce cas, il faudrait qu'on ait beaucoup plus de champions nationaux qui investissent Par exemple. dans l'innovation, Par exemple. donc dans les startups et dans les PME, comme celle de Milka ou Par bien exemple. de Amina. Par exemple, parce que quand on regarde la majorité de Ou ces bien les fonds de pension, par exemple la CNPS. La CNPS déjà commencé à faire ça. Quand on regarde, par exemple, ailleurs, qui fait ça, c'est les fonds de pension, comme tu as dit. C'est aussi les entrepreneurs, en fait, à succès. Ouais. Quand ils ont des ressources pour le faire. Donc, c'est vraiment vers ça qu'on veut aller. Et parce que ces entrepreneurs-là aussi, ce qu'ils apportent, ce n'est pas seulement de l'argent. Bien sûr. C'est aussi de l'expérience. De l'expertise. De l'expertise, du savoir-faire. Un give back. Hein? D'où tu viens, Eric? Ton parcours déjà, je veux dire, ta passion pour l'accompagnement des startups, des PME, le financement, la structuration et tout, ça naît forcément de quelque part. Est-ce que quand tu étais petit, tu as donné l'exemple de ces personnes qui sont dans les entreprises et qui sont tout le temps en train de prendre des initiatives, d'aider, d'organiser et tout. Est-ce que tu étais comme ça déjà au lycée, au collège? Bon, ça, il faudrait demander à mes parents. Non, mais forcément, quand tu avais 12 ans, 15 ans, forcément, tu te rappelles de comment tu étais en termes de comportement. Bon, les gens Tu disent étais timide? Qu'est-ce que les gens disent? Les gens disent que le sel ne dit pas qu'il est salé ou le sucre ne dit pas qu'il est sucré. Je ne sais pas trop quel est Tu le étais truc. timide ou pas? Qui ça, moi? Ça dépend. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Mais je ne suis pas forcément la personne qui va vouloir monopoliser la parole, machin. Donc, Effacé? Non, je n'aurais pas dit effacer non plus. Quoi, poser? C'est mieux, ouais. Tu as parlé de tes études à Harvard et ensuite des associés donc, que tu as rencontrés juste après. Est-ce que tu es à moitié un produit de l'enseignement universitaire, de l'enseignement scolaire ivoirien Non, et l'enseignement 100%. universitaire? Non, 100%? 100%. Parce que, en fait, j'ai fait mon école primaire à l'EPP de la Riviera 2. Ah, Riviera 2, mon ancien quartier, mon enfance. Et puis de là, en fait, j'ai eu la chance en fait, d'étudier au lycée scientifique que de Yamoussoukro. Ok. Voilà. Donc, en quelle année? C'était le lycée scientifique de Yamoussoukro, c'était entre 86 et 93. D'accord. Et puis après, j'ai eu l'opportunité en fait, d'aller étudier au Canada grâce à une bourse de la Banque africaine de développement où ma mère en fait, était fonctionnaire. Tu avais quel âge quand tu partais au Canada? 17 ans. Ok. Ah, ta maman travaillait à la BAD? Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Donc, elle a commencé sa carrière dans une banque commerciale de la place. Et puis, à un moment donné, elle a essayé d'entrer à la BAD à cause justement des bénéfices qu'ils avaient pour les enfants, les études et tout ça. Et donc, d'ailleurs, elle a accepté d'être rétrogradée parce qu'elle avait un poste beaucoup plus élevé, en fait, dans le secteur privé. Mais elle a fait ça vraiment pour la famille. Donc, les femmes se sacrifient en général pour la famille. Tu vois, non. C'est pour ça que dans ce qu'on fait là, d'ailleurs, on a 69% de nos leaders à ESP, ce sont des femmes. Ouais. Donc, c'est vraiment quelque chose, parce que je pense quand même que les hommes sont vraiment bien, hein, mais les femmes sont mieux. Ouais, parce qu'on pense d'abord à la famille. Bon, je ne sais pas si c'est ça. Non, en général, on pense à la famille, parce que accepter de se faire rétrograder pour que son fils puisse avoir les meilleurs avantages. Non, bon, c'est pas seulement que mon seul. Oui, vous êtes combien au total? On est 3. OK. Que de son côté. Donc, du coup, en fait, mais pour moi, le point vraiment, si tu veux, le plus important par rapport à ça, c'est que tout ce qu'on apprend en termes qui font qu'on peut faire des études supérieures, les maths, comment s'exprimer, comment écrire, etc., j'ai tout appris en Côte d'Ivoire. Donc, tout le reste après, c'était du perfectionnement.
Oui. Donc, Parce que HEC Montréal, après, oui. c'est du perfectionnement. Wharton, après, mon MBA, c'est du perfectionnement. Harvard, après, c'est du perfectionnement. Mais je trouve que la base, en fait, je l'ai acquise ici. Donc, pour moi, je suis à 100% un produit du système éducatif, en fait, ivoirien. Parce que les années 80-90, quand même, c'est une excellente base, en tout cas dans le système éducatif ivoirien, avec le lycée scientifique de Yamoussoukro. Moi, quand je prends le lycée Sainte-Marie, en tout cas les grandes écoles d'excellence, qui sont toujours des écoles d'excellence, hein, mais pour l'époque, c'est une excellente base. Mais je pense que surtout, ce qui était bien vraiment, c'était vraiment de la méritocratie. Bien sûr. Donc, c'était sur la base des résultats, en fait, au CEPE, on avait la chance d'être sélectionné pour être amené dans tel ou tel lycée. Et puis, bon. Donc, en tout cas, pour moi, ça fait partie réellement des meilleures années. Donc, si tu me demandais d'où je venais, je dirais que cette base éducative ici en Côte d'Ivoire joue un énorme rôle. Ça, c'est un point. Deuxième point, c'est aussi le temps que j'ai passé, en fait, tous les étés au village. Oh, Donc, tu partais chaque été au village, pendant les vacances. En fait, à Nibleko, Damin surtout, un peu Niablé aussi. OK. Ça, c'est feu mon père, en fait, qui insistait pour qu'on fasse ça, en fait. Donc, ça, pour moi, ça m'a vraiment permis d'avoir, en fait, une compréhension, une vision assez pragmatique des choses et puis voir vraiment, comme on appelle ça, la vraie vie, en fait. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Oui, aujourd'hui, avec c'est superficiel. même vivre en ville, c'est assez différent vraiment de pouvoir. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a formé. Malheureusement, je ne passe pas autant de temps au village, en fait, que je devrais. Tu Je devrais voyages faire beaucoup. plus. Mais c'est quelque chose pour moi que je porte en fait partout avec moi. Donc, quand tu parles, par exemple, de d'où est venue cette envie-là d'accompagner, ça vient vraiment du fait que j'ai vu que, en tout cas à l'époque, avec leurs efforts, mes grands-parents, mes grands-oncles, etc., même mes oncles et mes tantes, ils vivaient super bien. Et pendant entre 8 ans où ça a l'air d'aller, donc dans les années 80. Et puis, les dernières fois où je vais, où la crise a déjà frappé, Oui. on se rend compte qu'il y a vraiment une certaine chute. Et pour moi, ce truc-là ne m'a jamais paru être quelque chose de juste, en Oui. fait. Donc, il y avait une certaine injustice là, en fait. Je pense qu'il y a été un facteur qui a motivé. Donc, je dirais ça, c'est l'autre élément d'où je viens. Et puis, l'endroit d'où je viens, c'est tous les pays, en fait, où j'ai eu la chance de vivre au Rwanda, ça m'a aidé, de vivre au Canada, ça m'a aidé, de vivre en Afrique du Sud, j'ai appris des choses, de vivre aux États-Unis, j'ai appris des choses. Tous les pays où je suis parti, j'ai visité, je sais pas, peut-être 80, 90 pays dans le monde. Non. Et donc, du coup, chaque fois, en fait, on apprend quelque chose. On apprend des gens qu'on rencontre, on apprend de quelque chose qu'on observe, on apprend de quelque chose qu'on entend, on apprend de quelque chose qu'on ne comprend pas, on apprend de quelque chose qu'on a goûté, qu'on n'aime pas. Donc, tout ça, en fait, pour moi, voilà. Je dirais, c'est comme ça que j'aurais répondu à la question. Je ne sais pas si j'ai répondu réellement de façon assez claire, mais bon, c'est ce que j'aurais dit. Non, on voit que tu es très enraciné malgré ton ouverture au monde. Tu as parlé de 80 pays, des études que tu as fait à l'extérieur, mais on sent que tu es extrêmement enraciné dans ton pays, dans ce que le pays t'a apporté aussi en termes de connaissances, de base, de solidité, qui fait l'homme que tu es aujourd'hui, qui arrive à accompagner, à structurer d'autres entrepreneurs, des PME, et puis à apporter sa contribution au continent. Mais je pense, pour dire tout, en réalité, c'est une équipe. Donc, vraiment, j'aurais pu dire, je suis le fondateur de ESP, mais pour moi, ça aurait sonné faux parce que dans tout ce qu'on fait tous les jours, là, la majorité de ce que ESP fait aujourd'hui, c'est pas moi personnellement qui le fais. Jean-Luc, qui est ici avec moi, fait Salut partie de l'équipe. Quoi si? Donc, vraiment, c'est une équipe, en fait, qui le fait. Donc, oui, j'ai un certain rôle que je joue, mais c'est juste moi, ma part. Donc, quand tu parles, par exemple, d'accompagner les entrepreneurs, c'est surtout les équipes qui le font. C'est toute l'équipe, en fait. Donc, pour moi, c'est un élément sur lequel il faut insister. Et l'équipe le fait aussi grâce aux partenaires qu'on a. Donc, malheureusement, ou en fait, heureusement, je n'ai pas été dangoté pour dire que voilà, aujourd'hui, j'ai X milliards investis dans les entrepreneurs. Donc, tous les contrats, par exemple, la Fondation Mastercard, le Royaume des Pays-Bas, donc, toutes ces institutions-là vont être des institutions avec lesquelles on travaille. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, le gouvernement du Rwanda. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à avoir les ressources et la plateforme dont on a besoin pour faire ce qu'on pense fait du sens. Donc, pour moi, c'est vraiment important de c'est une équipe de combien de personnes au total?
Dans les différents pays où vous êtes? Je pense que, bon, on est en forte croissance. Je dirais, j'ai regardé un document ce matin qui disait, je pense, 73 à temps plein. Ça n'inclut pas les consultants qu'on paye chaque mois, auxquels il faut rajouter encore, disons, 20-25. Donc, on est quand même, je dirais, une petite centaine. Ouais. Dans combien de pays? Le choix qu'on a fait, c'est de ne pas multiplier les bureaux parce qu'on pensait que ça allait vraiment diluer la culture. Donc, on a Kigali, on a Abidjan, on a Dakar, on a une petite présence, on a Nairobi, on a une petite présence. On a eu des personnes, en fait, en Guinée, au Gabon, mais c'était des bureaux projets qui ont fermé. Je pense que d'ici la fin de l'année, on va certainement, je pense, hein, si tout va bien, certainement aussi être potentiellement, en fait, à Accra. OK. Puis voilà. Donc, je me dis, mais dans notre plan, justement, si on a cinq bureaux en Afrique, c'est largement suffisant. Donc là, en fait, on en a déjà 2 confirmés, 2 autres. Donc, je pense un autre bureau et puis c'est suffisant. Tu as étudié à HEC Montréal, comme tu l'as dit, en tout cas de tes études à l'extérieur, HEC Montréal, Wharton University, Harvard University et tout. Quelles sont les compétences que ces parcours dans ces écoles, en tout cas si tu devais résumer, t'ont apporté? Harvard, HEC, Wharton. J'aurais dit que c'est vraiment un autre rapport à la connaissance. Donc, certaines des personnes les plus brillantes qu'il m'ait été donné de rencontrer, certaines d'entre elles étaient aussi les personnes les plus humbles. OK. Donc, pourquoi? Parce que dans le système, en fait, francophone, on met, en fait, le professeur sur un piédestal. Ouais. Là-bas, j'ai vu que les professeurs étaient des gens qui étaient intéressés à apprendre comme tout le monde, mais qui avaient un peu plus d'expérience. Donc, vraiment, je trouve que, pour moi, cet aspect-là, c'est un aspect qui est très, très important, qui m'inspire tous les jours dans ce que j'essaie de faire, en fait, avec les entrepreneurs et avec mes collègues. Donc, ne pas être forcément la personne là qui est sur un piédestal, mais plus quelqu'un qui est, comme vous, intéressé à faire la même chose, mais qui a un peu plus d'expérience. Donc, je pense que cet aspect-là, c'était intéressant. Je dirais aussi certaines des personnes que j'ai rencontrées. Donc, malheureusement, bon, quand on fait ce genre d'expérience, on rencontre beaucoup de personnes. Oui. On ne reste pas en contact avec tout le monde, mais il y en a quelques-uns avec lesquels on reste en contact. Et souvent, ce sont... Bon, quand je dis on reste en contact, ce n'est pas seulement des contacts. Il y a des gens même avec qui on va partir des choses, avec qui on va... Donc, pour moi, c'est les personnes que j'ai rencontrées là sont le deuxième élément vraiment fondateur, quoi. Donc, j'aurais dit vraiment ces 2 choses-là. Donc, premièrement, l'attitude par rapport à la connaissance et donc l'humilité. Et puis, deuxièmement, en fait... les personnes que j'ai rencontrées. Tu es un Young Global Leader reconnu par le Forum économique. En tout cas, tu as été Young Global Leader reconnu par le Forum économique mondial et également Desmond Tutu Fellow. Comment ces distinctions ont influencé ta carrière jusqu'à ce jour et tes ambitions? Alors, je dirais que pour moi, principalement, j'ai rencontré des gens par rapport à ces programmes-là qui ont été aussi des sources d'inspiration. Donc, souvent, on veut faire quelque chose et puis on se dit, ah, ou bien dans l'environnement dans lequel on est, les gens disent, ah non, ce n'est pas une bonne idée, ou alors, ce truc-là, ça ne peut pas marcher, ou alors, et puis tu rencontres quelqu'un qui a fait exactement la même chose, je ne sais pas moi, en Indonésie. Et qui te dit, ah, ben voilà ce que j'ai parcouru. Et quand tu lui dis, ah, tu veux faire, ah, c'est une excellente idée. Donc, pour moi, en fait, d'avoir un peu des communautés comme ça qui peuvent, en fait, servir de ressort quand c'est difficile, c'est vraiment, vraiment utile. Donc, je dirais, en tout cas, je me suis marié, en fait, assez tard. Donc, je pense que... Tu t'es marié à quel âge? Bon, c'est moi qui trouve que c'est tard. Hein. C'était en 2016. Ok, tu avais quel âge? 2016, j'avais quoi? J'avais quoi, 40 ans? Hein? Bon, ça va. Moi, je me suis marié à 37. Non, oui, à 35, ouais, c'est ça. Ouais, donc tu t'es marié très, très tard. Attends, ouais. Mais c'est pas une course, hein? Non, bon, mais bon, pour revenir à mon point. Donc, au départ, en fait, ces communautés-là, pour moi, étaient vraiment des communautés sources aussi vraiment de support, d'inspiration, etc. Donc, dans le parcours entrepreneurial, très utile. Et puis, je pense que ça permet aussi de ne pas penser qu'à soi-même. Exactement. Donc, de voir le monde, en fait, d'une façon
un peu global et de voir que bon, ben, le monde tel qu'il est là N'est pas il centré sur notre personne n'est et pas sur sur une notre personne, pays. mais en même temps, le monde tel qu'il est aussi n'ira pas comme on veut si on fait rien. Exactement. Donc, pour moi, c'est un peu comme ça que je vois ça. Les voyages, les rencontres, Ouais, ça ouvre l'esprit. Et exactement. c'est nécessaire, en fait. Si vous êtes jeune, en tout cas, si possible, autant Mais que possible, oui, essayez de voyager. autant que possible, mais je pense aussi quand même qu'aujourd'hui, si on utilise aussi les réseaux sociaux bien, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre. Oui. Moi, j'ai appris, en tout cas, tout ce que je sais et tous les jours au quotidien sur l'intelligence artificielle depuis ces 2 dernières années, c'est grâce à TikTok. Hein. J'ai des bookmarks sur chaque vidéo que je vois. Et comme ils ont l'algorithme le plus puissant, en tout cas à mon sens, TikTok, mais dès que je regarde des vidéos sur tout ce qui est science, intelligence artificielle, Ça te on revient. me ramène que ça. Ouais. Je ne vais pas tomber sur des vidéos de gens qui dansent, qui twerk et tout ça, en fait. Donc, c'est ce qu'on veut apprendre que les réseaux sociaux ou en tout cas Internet Non, nous délivrent. En fait, j'insiste dessus parce que c'est vrai que ça ne remplace jamais Bien sûr, le l'expérience d'être là-bas. Mhm. C'est vrai. Mais aujourd'hui, par exemple, vous pouvez voir toutes les sessions du Forum économique Bien sûr. mondial 2025 sur YouTube. Ouais. Vous pouvez voir, il y a tous les cours, en fait, une bonne partie des cours qui sont Harvard. enseignés à Wharton, à Harvard, etc. sont en ligne. Gratuitement, ouais. Donc, je pense quand même qu'on peut aller chercher pas mal de connaissances là aussi qui peut, en fait, faire la différence si on est focus. On se rapproche de la fin. Mhm. Tu as beaucoup parlé de ton expérience aussi au Rwanda. Tu as dirigé le programme national d'innovation et de compétitivité au Rwanda entre 2004 et 2010. Et d'une certaine manière, parce qu'à un moment, dans les articles de presse aussi, on citait ton nom pour avoir dirigé ce board aussi. Tu as contribué aussi à la transformation économique de ce pays. Je mets entre guillemets si tu veux. Entre guillemets. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce pays en termes de transformation économique, tout simplement? Moi, j'aurais résumé ça en disant que le Rwanda, c'est la meilleure illustration de l'importance des choix. Okay. Donc, des choix qu'on peut faire en tant que leader, des choix qu'on peut faire en tant que société, des choix qu'on peut faire en tant que nation. Mm-hmm. Parce que quand on regarde en fait où le pays se trouve en 94 ou même où se trouve en fait en 2000-2001 quand j'y arrive et qu'on regarde le Rwanda aujourd'hui, tout ce qui a été fait est venu des choix que les Rwandais eux-mêmes ont décidé de faire, mm-hmm. ont posé. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Ce sont des choix économiques, ce sont des choix sociaux. C'est décider, par exemple, d'avoir de la réconciliation. C'est décider de s'ouvrir en tant qu'économie. Quand on parle de Smart Africa, de Youth Connect Africa, tout ça, c'est venu du Rwanda. Exact. Quand on parle de zone économique du libre-échange, c'est un des sujets sur lesquels ils ont été leaders. Donc pour moi, c'est vraiment la qualité des choix, les choix qu'ils ont fait en termes de gouvernance, etc. Pour moi, c'est vraiment l'élément le plus important. Donc, c'est vraiment une école, en fait, sur le fait qu'en réalité, la prospérité, là, c'est un choix. Ouais. C'est-à-dire, quand on veut réussir, là, il faut se donner les moyens, donc il faut choisir de réussir. Ça, c'est un. Deuxièmement, je pense aussi que c'est l'importance, en fait, du leadership et de la gouvernance. Donc, si je devais résumer tout le truc, j'aurais dit choix, leadership et gouvernance. Comment tu as été sélectionné pour diriger ce board à ce moment précis? Je travaillais à l'époque pour un cabinet américain. J'étais consultant en stratégie pour un cabinet américain qui s'appelait OTF Group, On the Frontier, qui a été monté par Michael Fairbanks et dont, dans les principaux associés, on avait Michael Porter. Donc, du coup, c'est le président Kagame et le gouvernement rwandais qui demandent en fait à OTF, où je travaillais, de venir les accompagner. Donc, je fais partie en fait de l'équipe de OTF en fait qui va au Rwanda en 2001. Et donc, après ça, bon, de fil en aiguille. De fil en aiguille, voilà. L'expertise ivoirienne a été, d'une certaine manière, hein, tu sais, on aime ramener ça à nous. On est fiers d'être, tu vois, comme nos frères à l'abri à l'étranger. Non, ça nous fait plaisir. Mais je pense honnêtement que c'est, pour moi, l'une des principales inspirations. Tu me demandais d'où je viens, l'une des principales inspirations. C'est-à-dire que quand on voit réellement ce que le pays a pu accomplir, c'est impressionnant. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et il y a également un autre Ivoirien qui est au Rwanda, qui dirige
toujours, je pense, Smart Africa, Absolument. la ciné Diaby, Ouais, qu'on salue également depuis plusieurs années absolument. et tout. Est-ce que tu es en relation régulière avec lui Écoute, je trouve qu'on ne se voit pas assez. Donc, c'est un aîné que j'apprécie beaucoup. Donc, chaque fois que je le Très vois, smart. je le chahute, je lui dis, mais comment c'est quoi cette affaire-là, machin? Mais je suis sûr que si vous lui posez la question, il dirait aussi que c'est moi qui suis un peu fantôme. Mais bon, je sais Chacun que... se renvoie la balle. Voilà, mais je pense que 2025, c'est l'année de notre année, comme on dit, et Exactement. qu'on aura l'opportunité. Surtout que tu poses la question, qu'on aura l'opportunité de passer du temps ensemble. Et j'espère que, grand frère, j'aurai l'occasion de te recevoir ici un de ces jours quand tu seras de passage à Abidjan. On a parlé en off de l'INSEAD. Je prononce bien. Hein. C'est quoi l'INSEAD? Alors, l'INSEAD, en fait, c'est un institut, en fait, pour le développement des affaires. D'accord. Donc, qui est basé en Europe. C'est l'une des meilleures écoles de commerce ou de business au monde, Wow. mais au niveau, en fait, MBA. Donc, de façon consistante, je pense qu'ils sont classés dans le top 10 des MBA, en fait, au monde. Donc, c'est une excellente, excellente école qui a pour particularité d'enseigner vraiment les affaires de façon très, très pratique, d'avoir en fait des étudiants un peu plus matures, je dirais, que ceux des MBA classiques et d'être en fait l'un des premiers, parce que le programme de MBA, c'est une création avant tout en fait américaine. Je pense que l'INSEAD est certainement l'une des premières écoles d'envergure à avoir eu des MBA hors des États-Unis. Tu enseignes ou tu as enseigné? Alors, j'ai eu l'opportunité, ça c'était il y a, je dirais quoi, peut-être une dizaine d'années, ouais, peut-être dizaine d'années, de faciliter en fait une conversation sur l'Afrique. Donc, c'est vrai que tout à l'heure tu disais professeur associé. Bon, en réalité, tout ce que je fais dans le domaine de l'enseignement est lié au fait que je pense qu'il est important de changer la perception que les gens ont du continent africain. Et je trouve que l'un des meilleurs mécanismes pour faire ça, c'est de permettre que les décideurs économiques de demain comprennent très, très bien le continent africain. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai été invité par le CEDEP, qui est une institution qui est affiliée en fait à l'INSEAD, qui était basée sur le campus à Fontainebleau, pendant plusieurs années en fait, à faire une session sur le business en fait en Afrique. Donc, le CEDEP en particulier, c'est un centre spécialisé où vous avez des équipes de management de grands groupes comme Tata, comme Peugeot, comme L'Oréal, etc. Et ils ont des programmes où ils accompagnent ces leaders-là à travailler sur des projets d'entreprise. Et une partie est passée sur le campus. Et donc, dans la partie sur le campus, ils voulaient en fait quelqu'un qui puisse partager un peu la perspective de l'Afrique. Donc j'ai été identifié, coopté. Donc, j'ai fait ça pendant un moment. C'est une activité que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup appréciée. Parce que ça me permettrait de transmettre, mais surtout d'aider à changer la perception du continent. Tu l'as fait également à Wharton, puisque tu es un ancien étudiant de Wharton. Wharton, je suis ancien étudiant de Wharton. J'étais aussi... donc, oui, ça, je continue de le faire. Ça fait maintenant 13 ans que tu enseignes que j'enseigne à en fait Wharton. un cours à Wharton, en fait, sur le Rwanda. Ah, ok, d'accord. Voilà, donc, où, en fait, on a des cohortes qui viennent apprendre un peu du leadership, un peu de la transformation du Rwanda. Cette année aussi, d'ailleurs, première fois en mars, là, je vais aussi faire un cours sur l'Afrique du Sud. Voilà, donc ça me permet aussi d'être challengé, d'échanger avec des personnes très vives qui vont avoir des questions très critiques. Donc, ça me permet vraiment de repenser un peu tout. Et de t'enrichir de ces connaissances jeunes aussi. Absolument. Qui viennent à toi. Est-ce que tu as été sollicité par des universités en Côte d'Ivoire pour transmettre aussi? Alors, en Côte d'Ivoire, je sais que j'ai eu la chance de participer au programme à quelques activités de formation. Donc, j'ai fait des sessions d'inspiration. C'était à l'INPHB. Okay. J'en ai fait à l'Université de Côte d'Ivoire. J'en ai fait aussi une, en fait, avec l'AMP. L'AMP, c'est l'agence... Non, l'AMP, c'est le nom de l'université qui m'échappe.
Basé à Abidjan. Basé à Abidjan. OK. Basé à Abidjan. C'est le nom de l'université qui m'échappe, en fait. Donc oui. Mais c'est vrai que en termes de temps, parce que le temps Ouais, a bien vraiment sûr. fini, ça fait que j'ai C'est pas pas vraiment le évident. temps. Peut-être qu'un jour, j'en ferai plus. Peut-être à l'université Félix Houphouët-Boigny, pourquoi pas, si, bien sûr, la demande vient de cette université, par exemple. Bon, la demande n'a pas besoin de venir d'eux Ouais, aussi. ouais, Donc, si jamais, en fait, on a aussi, parce que très souvent, on va penser des programmes ou des solutions. Par exemple, avec l'ESA, on a un partenariat qui est venu du fait que ils étaient ouverts, oui, bien sûr, mais nous aussi, on a pensé dans certaines des activités qu'on a qui pouvaient apporter beaucoup. Ouais, Parce que les centres de connaissances, en réalité, ce qui fait la différence aujourd'hui dans le monde, c'est la connaissance. exactement. Donc, c'est plutôt à nous d'aller vers les universités, c'est pas le Apporter. contraire. Ouais, très bien. Avant-dernière question, pour toi, à quoi ressemble l'entrepreneur africain? Je dirais même au-delà de, oui, avant de parler d'Africain, l'entrepreneur ivoirien de demain, quelles sont les qualités qu'il devra posséder pour réussir au regard de ce monde qui évolue dans une direction qui est parfois difficile à comprendre, au regard des chocs économiques, des chocs politiques actuels, qu'est-ce qu'il devra avoir comme qualité pour réussir? Bon, je pense que la première qualité, ça devra être autour de l'éthique. Mhm. Parce que je pense... Pourquoi? Parce que certains des choix qu'on a à faire, par exemple, par rapport au climat, par rapport même au développement, par rapport au rôle qu'on a dans la société, je pense que ça demande en fait des personnes qui ont une vision de leur rôle qui va juste au-delà de faire de l'argent. Ouais. Donc, je pense que cet aspect-là, c'est un aspect qui va être important pour les entrepreneurs de demain. Un. Deuxièmement, je pense que, bien que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui ne sont pas si jeunes que ça qui entreprennent, Bien sûr. je pense que l'entrepreneur africain de demain devra rester jeune toute sa vie. Mentalement. Mentalement, dans la capacité à apprendre de nouvelles connaissances, dans la capacité à se challenger, dans la capacité à lancer de nouvelles activités, dans la capacité. Donc, je pense que ce côté-là, un peu d'être en fait jeune, ça va être important. Et puis, je pense aussi que ça devra être forcément un entrepreneur qui fait plus que son business. Donc, ça sera important que ça puisse être quelqu'un qui est vraiment un acteur de la société dans laquelle il ou elle est. Parce que très souvent, quand tu parlais tout à l'heure de ton ami là, qui fait les cracros, etc., toute entreprise, en fait, en Afrique et en Côte d'Ivoire qui a une chaîne de valeur va se rendre compte que souvent, les producteurs de qui on achète n'ont pas la capacité. Ouais. L'entrepreneur de demain là, devra avoir la capacité d'aller accompagner ces gens-là. Et ça, je fais un coucou à Axel Emmanuel aussi, qui le fait très bien avec les productrices, les transformatrices de cacao à Yamoussoukro. Exactement. Donc, pour moi, c'est un peu ça que je vois. Donc, éthique. Éthique. Jeunesse de l'esprit. Et s'adapter rapidement. Et puis avoir un impact c'est ça. dans sa chaîne travailler de sur l'ensemble de la chaîne de valeur, travailler sur l'ensemble de la société, en fait. Oui, de la société. Eric, tu penses que tu as dit toutes les choses que tu avais à dire? Non. Tu reviendras si je t'invite? Si on commence à l'heure. Balle perdue, boum, bim, bam. En général, je me prépare pour les invités. Bon, ça, c'est pas une balle perdue. C'est un truc que toi-même tu as cherché. Je viendrai à l'heure, je ferai l'effort. Non, en tout cas, c'était un plaisir. Non, écoute, le plaisir pour moi, c'est vrai que c'est un exercice très, très intéressant. Donc, tu m'as fait penser à des choses auxquelles je n'avais pas pensé depuis très, 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 très longtemps. Ouais. Et je suis sûr que quand je vais regarder le podcast, je vais me dire « Ah, mais j'ai pas dit ceci, j'ai pas dit cela, mais là, je me suis trompé. » Mais bon, ce sont les aléas du direct, comme on dit. J'espère que ça aura servi à tous ceux qui vont regarder le podcast. Je te promets de m'abonner parce que je ne suis pas encore abonné. Dès que tu finis, là, tu vas cliquer. Et puis, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, merci à ton équipe. Ils étaient là à l'heure, ils m'ont accueilli, ils m'ont donné de l'eau. Abidjan Podcast Studio, café, de l'eau, agréable. C'est ça, c'est ça. Une super équipe. Ouais. En tout cas, merci à toi. Merci à toi aussi. J'ai énormément appris, j'ai beaucoup appris. Et c'était extrêmement enrichissant parce que tu ne t'en rends pas compte, je pense, de tout l'impact indirect que tu as avec ton équipe sur ces nombreuses années en termes d'accompagnement
de toutes ces PME, ces TPE, ces individus aussi qui ont été accompagnés et tout. Et j'imagine que forcément, des fois, à certaines rencontres, tu peux être à quelqu'un qui t'approche ou qui approche un membre de ton équipe pour leur dire « Ah, mais vous m'avez accompagné à une certaine époque, en telle année et tout. Aujourd'hui, je suis à tel niveau. J'accompagne telle personne. J'emploie 50 personnes et tout et tout. Vous avez changé ma vie. » Je souhaite que cette structure que tu as co-créée et qui vit et qui prospère va continuer à aider d'autres Africains à prospérer, à aider à avoir des économies solides, puissantes, avec des champions nationaux qui vont permettre à ces États-là d'être insensibles aux chocs externes parce qu'on aura une base extrêmement solide dans notre économie grâce à des actions comme celles que tu fais avec ton équipe. Merci à toi encore. Merci infiniment. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec un ou une nouvelle invitée. D'ici là, n'oubliez surtout pas, laissez vos commentaires, vos réactions à tout ce que Eric a dit en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais mettre l'adresse du site web donc de ESP. C'est important de le mentionner si vous voulez les contacter. Si vous êtes entrepreneur ou bien si vous êtes aspirant entrepreneur, il n'y a pas d'âge. Vous pouvez vous lancer. Il suffit d'essayer parce qu'on n'a qu'une seule vie. Donc, laissez vos commentaires. N'hésitez surtout pas à partager cet épisode et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun des nouveaux épisodes. Je vous dis merci et ciao, ciao.